Bien, chers collègues, nous reprenons notre séance de commission et nous accueillons ce matin Monsieur le garde des Sceaux en prévision du texte que nous avons à étudier, qui est la modification de la Constitution, avec pour objectif l'inscription de l'IVG dans celle-ci. Je rappelle que la commission des lois sera saisie demain et qu'elle écoutera le rapport de Madame Canayer, qui est notre rapporteure, et que la séance viendra dans une quinzaine de jours. Monsieur le ministre, nous sommes heureux d'abord de vous accueillir, bien évidemment, comme toujours, mais peut-être préalablement de vous dire que cette audition est retransmise sur le site internet du Sénat. Vous connaissez, à l'occasion des débats précédents, la position qu'a eue le Sénat sur ce sujet-là. Le texte, ou plutôt la volonté d'inscrire l'interruption volontaire de grossesse revient devant le Sénat à travers une proposition portée par votre gouvernement. L'Assemblée nationale s'est déjà prononcée. Nous avons incontestablement des questions à vous poser, évidemment des questions de nature constitutionnelle. Mais préalablement à ces questions, et à la parole que je donnerai immédiatement après votre intervention à Madame Canayer, je vous invite à expliquer les raisons de votre choix et le projet qui est le vôtre. Bien, merci, merci Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs. C'est demain que votre commission examinera le projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse tel qu'il a été adopté, je devrais dire très largement adopté par l'Assemblée nationale. Et je suis particulièrement honoré de pouvoir à cet instant m'exprimer devant les membres de votre commission. Ce projet, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, est le fruit, et vous le savez toutes et tous, d'un long travail parlementaire. Et il s'agit presque, je dis bien presque, d'une troisième lecture. Comme s'y était engagé le Président de la République, le gouvernement a proposé une rédaction reprenant largement l'ensemble de ses travaux, et en particulier ceux du Sénat. Mais avant d'examiner très précisément les mots qui ont été choisis, j'aimerais d'abord vous dire dans quel état d'esprit je me présente devant vous. Je crois pouvoir dire, sans être démenti, que j'ai toujours fait montre de respect et que j'ai toujours respecté le Parlement, le travail parlementaire et en particulier celui de votre commission. À plus forte raison sur des sujets aussi sensibles que celui qui nous impose un débat apaisé et respectueux de la conscience de chacun. Je viens devant vous, pour débattre, évidemment, pour écouter ce que vous avez à me dire et pour essayer de vous convaincre. Et je ne suis pas pressé. Si certains ont eu l'impression que la charrue était mise avant les bœufs, si vous me permettez cette métaphore agricole, sachez que ça n'a jamais été mon intention, et encore moins celle du Président de la République. Le Parlement, c'est une évidence, doit faire son travail, et nous prendrons le temps qu'il faut. Mais venons-en à présent au fond. Je voudrais d'abord m'arrêter sur la nécessité de cette réforme. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs les sénateurs, trois principes sont aujourd'hui en débat. La liberté de la femme de recourir à une IVG, la liberté de conscience, en l'occurrence des médecins, des sages-femmes, et enfin le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
Sur les trois libertés et principes évoqués, et j'insiste sur ce point, seuls deux ont valeur constitutionnelle. D'abord, le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine a été expressément consacré comme principe à valeur constitutionnelle à l'occasion de sa décision bioéthique du 27 juillet 1994. Dans son deuxième considérant, le Conseil constitutionnel indique, les guillemets sont ouverts à cet instant, que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle. Ce principe, qu'il rattache au préambule de la Constitution de 1946, est donc reconnu comme ayant valeur constitutionnelle. Ensuite, la liberté de conscience, qui a beaucoup taraudé les parlementaires. Et en l'occurrence, la liberté de conscience des médecins, des sages-femmes. Ce principe, cette liberté, a été reconnue expressément par le Conseil constitutionnel comme principe fondamental reconnu par les lois de la République dans une décision du 27 juin 2001. Le Conseil constitutionnel, dans son considérant 13, la rattache à l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et indique, ouvrons encore les guillemets, que la liberté de conscience constitue l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Mesdames et messieurs les sénateurs, vous le savez, dès lors, cette liberté de conscience a valeur constitutionnelle. Mais ça n'est pas le cas de l'IVJ. Ça n'est pas le cas de la liberté de recourir à l'IVG. J'insiste, ce n'est pas le cas de la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse qui, elle, est simplement rattachée à la liberté de l'article 2 de la Déclaration de 1789 sans que, d'aucune manière, elle ne soit consacrée comme un quelconque principe à valeur constitutionnelle ou principe fondamental reconnu par les lois de la République. Le Conseil d'État partage d'ailleurs cette analyse, puisqu'il indique, avec beaucoup de clarté dans son avis, qu'il a, je crois pouvoir le dire, particulièrement soupesé, que la liberté de recourir à l'IVG ne fait aujourd'hui l'objet d'aucune consécration en tant que telle dans la Constitution française. Elle n'est pas davantage consacrée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, de la Cour européenne des droits de l'homme ou de la Cour de justice de l'Union européenne. Si je résume, l'état du droit actuel me permet de vous dire que nous avons deux principes consacrés à un niveau constitutionnel, dignité de la personne, liberté de conscience, et une liberté, celle de recourir à l'IVG, qui n'est pas consacrée comme ayant valeur constitutionnelle. Et c'est justement l'objectif de la révision constitutionnelle, protéger l'IVG dans notre Constitution, car actuellement, rien n'empêcherait une majorité au Parlement de contraindre excessivement la liberté des femmes, ou pire encore, de l'abolir. Je pense qu'il est nécessaire d'agir, mais d'agir de manière calibrée, prudente, soupesée, pour reprendre la formule consacrée désormais d'une main tremblante, et que les choses soient très claires. Le gouvernement n'entend pas créer un droit absolu et sans limite. Il s'agit de protéger une liberté, pas de l'étendre. Pour dire les choses simplement, le gouvernement entend éviter qu'aucune majorité future ne puisse mettre drastiquement à mal la liberté des femmes de disposer de leur corps.
Pour ce faire, le projet de loi reprend une rédaction très proche de celle qui a été adoptée par le Sénat il y a un an. Il y a 2 semaines, j'ai dit devant la délégation aux droits des femmes du Sénat que le projet de loi présenté était à 95% celui du Sénat. Je pourrais dire 96, 97, 98. Tant nous sommes proches de la rédaction du Sénat. Et je maintiens ce propos devant vous aujourd'hui. Jugez par vous-même. D'abord, cette version retient l'emplacement choisi par le Sénat, à savoir l'article 34, qui nous semble être l'emplacement pertinent pour cette révision constitutionnelle. Ensuite, cette rédaction accorde, tout comme l'avait fait le Sénat, une place centrale à la loi pour déterminer les conditions d'exercice de cette liberté et préserve bien sûr ainsi le rôle du Parlement pour assortir cette liberté des conditions qu'il estime appropriées. Enfin, et contrairement au vote initial de l'Assemblée, le gouvernement s'est rangé derrière le choix exprimé par le Sénat de définir le recours à l'interruption volontaire de grossesse comme une liberté. Je m'arrêtais un instant sur 2 points qui, je le sais, suscitent des interrogations et des débats parmi vous. Sur la référence au terme interruption volontaire de grossesse d'abord. Le gouvernement a fait le choix de la clarté. L'interruption volontaire de grossesse, tout le monde sait ce que c'est. C'est le terme employé par le Code de la santé publique, par le langage commun, par la littérature médicale, par les praticiens. Et je vois aucune raison d'écarter dans la Constitution un terme qui partout ailleurs fait consensus. Cette expression semble d'ailleurs plus restrictive que celle retenue par l'amendement du sénateur Bas, qui évoquait l'expression plus large de, je cite, « mettre un terme à sa grossesse ». Sur ce point, je pense, nous devrions tomber d'accord. Sur le mot « garantie » ensuite. Alors, le gouvernement a souhaité préciser son intention en indiquant que la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse est garantie à la femme. Oui, le gouvernement souhaite, en l'inscrivant dans la Constitution, protéger la liberté de recourir à l'IVG. Il souhaite la protéger, il ne souhaite pas l'étendre. Le terme « garantie » qui vient simplement expliciter l'inscription constitutionnelle était une demande forte de l'Assemblée nationale et ce mot constitue la seule précision qui a été reprise de vos collègues députés. Je vous rassure tout de suite, ce terme ne devrait pas vous inquiéter car il ne crée en aucune manière un droit absolu, sans limite ou opposable. Et d'ailleurs, comme je l'ai précédemment indiqué, les autres principes qui sont en jeu, comme la sauvegarde de la dignité de la personne humaine et la liberté de conscience, sont eux d'ores et déjà consacrés à un niveau constitutionnel. Dans son avis, le Conseil d'État ne s'y est pas trompé. Il indique de manière limpide dans son considérant 14, je cite, que par elle-même, l'inscription de la liberté de recourir à une interruption volontaire de grossesse dans la Constitution, dans les termes que propose le gouvernement, ne remet pas en cause les autres droits et libertés que la Constitution garantit, tels que notamment la liberté de conscience, qui sous-tend la liberté des médecins et sages-femmes de ne pas pratiquer une IVG, ainsi que la liberté d'expression. Cette rédaction ne crée donc aucune autre forme de droit opposable ou inconditionnel. Ça résulte expressément de la rédaction choisie par le gouvernement. Il s'agit d'une liberté personnelle de la femme, mais qui s'exerce dans les conditions fixées par le législateur, qui ne pourra plus y porter atteinte au point d'en compromettre l'exercice. Et là encore, le texte est d'une grande clarté. Cette révision de la Constitution
n'appellera pas non plus une prévalence de la liberté de recourir à l'IVG sur d'autres principes à valeur constitutionnelle. Je l'ai déjà indiqué plus tôt dans mon propos, liberté de conscience, respect de la dignité de la personne humaine sont d'ores et déjà, je le dis pour la troisième fois, constitutionnellement protégés. Aussi, cette révision n'empêchera pas qu'une loi qui viendrait porter à 8 mois et demi de grossesse le délai maximum pour pratiquer une IVG soit évidemment censurée. Et je veux être très clair là-dessus. Les équilibres entre liberté de conscience des médecins, principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et liberté de la femme de recourir à l'IVG seront préservés, comme l'indique le Conseil d'État qui juge que cette révision constitutionnelle n'imposera aucune modification législative. Si je devais résumer, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs, en une phrase, l'esprit de cette révision, je dirais: protection de la loi Veil, pas extension, protection, pas extension. D'ailleurs, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est bien pour débattre d'une révision de notre Constitution et non pas pour voter je ne sais quelle mesure nouvelle relevant du périmètre du ministère de la Santé. Je dis ça parce que le gouvernement, bien sûr, n'ignore pas les difficultés matérielles et concrètes qui peuvent encore exister dans l'accès à l'interruption volontaire de grossesse, et notamment sur certaines parties du territoire. Mais, pardon de le dire de cette façon, il s'agit là d'un autre sujet qui n'est pas d'ordre constitutionnel et qui ne relève pas de mon périmètre. Le Sénat a déjà dit oui à une protection dans notre Constitution de cette liberté, et je veux ici saluer l'engagement de la sénatrice Vogel et du sénateur Bas. J'espère sincèrement que le Sénat dira oui de nouveau sur la base de cette écriture calibrée et sous-pesée, fruit de nombreux travaux parlementaires, pour qu'ensemble nous puissions faire de la France le premier pays au monde à protéger la liberté des femmes à disposer de leur corps. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, je me tiens évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions et essayer de chasser, si l'on subsiste encore, les derniers doutes, les dernières hésitations sur cette rédaction qui, parce qu'elle respecte quasi intégralement le vote sénatorial, est de nature, je le crois, à créer du consensus entre les deux assemblées. Merci, Monsieur le Ministre, pour ce propos. La parole est à Madame la rapporteure, Madame Agnès Canayer. Si d'autres collègues souhaitent s'exprimer, qu'ils fassent un petit signe pour qu'on puisse noter leur nom. Monsieur Bas. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Effectivement, nous débattons pour la troisième fois dans cette Assemblée de cette question de la constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Nous notons que le projet que vous nous présentez aujourd'hui reprend un certain nombre des avancées qui ont été introduites par le Sénat, notamment il y a un an, en accrochant l'inscription dans la Constitution à l'article 34, c'est-à-dire dans un article procédural, l'article qui fixe la compétence du législateur. Nous considérons que c'est la moins mauvaise des solutions, considérant par ailleurs que l'inscription dans la Constitution ne résoudra pas l'ensemble des difficultés soulevées par les défenseurs auxquels nous faisons partie de ce droit et de cette liberté reconnue à l'interruption volontaire de grossesse. Vous nous dites que, effectivement, d'un point de vue constitutionnel, il n'y a pas de consécration expresse dans la Constitution de ce droit à l'interruption volontaire de grossesse. Néanmoins, on sait bien aussi aujourd'hui que les protections constitutionnelles, elles relèvent à la fois du texte de la Constitution, mais de l'ensemble du bloc de la constitutionnalité, dont fait partie la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui est garant de l'application de la norme constitutionnelle et de la garantie de nos droits et de nos libertés. Le Conseil constitutionnel a toujours eu une démarche protectrice du
droit à l'interruption volontaire de grossesse, de la liberté reconnue à la femme sur la base de l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nous pensons donc que cette liberté du droit à l'interruption volontaire de grossesse, cette liberté d'accès pour la femme à l'interruption volontaire de grossesse est aujourd'hui constitutionnellement garantie. Cependant, si nous considérons qu'il faut aller plus loin pour, d'un point de vue symbolique, inscrire cette notion d'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. L'accroche à l'article 34, je l'ai dit, est un moindre mal. Et la formule retenue est proche, mais pas identique, à celle que le Sénat a votée il y a un an. C'est bien parce qu'il y a un certain nombre de sujets qui, pour nous, restent en suspens et posent un certain nombre de difficultés. Vous introduisez un concept nouveau qu'on ne retrouve nulle part dans la Constitution, dont vous nous dites que les effets induits seront extrêmement limités, c'est celui de liberté garantie. À aucun moment dans la Constitution, ce concept juridique nouveau, qu'on peut qualifier d'OFNI, d'innovant, n'est introduit. J'entends la recherche de compromis avec l'Assemblée nationale. Néanmoins, il me semble qu'en tant que constituants, nous devons être particulièrement attentifs et vigilants aux conséquences, notamment en termes d'effectivité, qui est l'enjeu premier, qui ne relève pas de la constitutionnalisation, certes, de l'IVG, mais qui est l'enjeu premier de cette liberté reconnue à la femme, c'est que toutes les femmes puissent réellement accéder à cette liberté et qu'elles ne puissent pas être remises en question. C'est donc bien la question de l'effectivité qui est au cœur du sujet. Et cette question de l'effectivité, elle engendre la responsabilisation de ceux qui recourent à cette interruption volontaire de grossesse et ceux qui encadrent ce process. Et donc, nous sommes assez dubitatif sur ce concept et sur les effets. Vous nous assurez qu'il n'y aura pas de conséquences directes sur la garantie, que ça ne pourra pas créer d'effets conséquents en matière de responsabilisation. Sur cet avis, les juristes sont relativement encore partagés, d'autant plus que, je le disais, ce concept est nouveau. Donc pourquoi véritablement vouloir ne pas reprendre la formule du Sénat qui avait la particularité, outre le concept d'IVG inscrit noir sur blanc, je veux bien l'entendre, mais qui avait la particularité d'être clair, limpide, et on sait bien qu'en droit, et notamment quand on modifie la Constitution, et pour nous, en tant que constituants, membres de la Commission des lois, il est essentiel que le texte soit clair, limpide, et ne laisse pas le doute, ou ne laisse pas présager de futurs effets inconsidérés, en introduisant une disposition, un nouveau concept dont on ne maîtrise pas aujourd'hui les contours. J'avais une deuxième question qui était plus procédurale. Vous nous dites que vous prendrez le temps qu'il faut, que nous ne sommes pas pressés. Nous posons quand même la question du recours au Congrès. Donc, puisque nous sommes sous forme de projet de loi, le président de la République a, en vertu de l'article 89, le choix, qu'il a d'ores et déjà annoncé qu'il ferait le choix d'un Congrès, si possible réuni le 5 mars prochain. Est-ce que cette date annoncée dans les médias est annoncée pour faire pression sur le Sénat ? Est-ce qu'elle est annoncée pour profiter d'une semaine dédiée aux droits de la femme autour du 8 mars, ou est-ce qu'elle est une simple annonce inconsidérée, sans effet direct, mais simplement pour avoir un buzz médiatique ? Merci Madame Canaillet. Monsieur Philippe Bas, puis Madame de la Gontrie. Monsieur le ministre, nous sommes très heureux de vous entendre et nous vous remercions naturellement des éclaircissements que vous nous avez apportés. J'ai des questions très simples à vous poser. Peut-être d'abord une remarque. J'ai relu la décision du Conseil constitutionnel du 27 juin 2001. Elle est très claire. Elle reconnaît que la loi dont le Conseil constitutionnel était saisi n'a pas rompu l'équilibre, c'est son expression, entre la sauvegarde de la dignité de la personne humaine et la liberté de la femme telle qu'elle découle de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vous avez utilisé des mots bien choisis pour dire que ça n'était pas une liberté reconnue en tant que telle dans la Constitution, n'empêche
que c'est quand même une liberté protégée par la Constitution. Et de ce point de vue, nous ne jugeons pas indispensable d'écrire noir sur blanc dans le texte constitutionnel que cette liberté est protégée pour qu'elle le soit effectivement. Et de ce point de vue aussi, la France n'est pas l'Amérique. Pour autant, vous l'avez rappelé, en ce qui me concerne, et avec la majorité de mes collègues sénateurs, nous avons accepté le principe de cette inscription à condition qu'il soit dépourvu d'ambiguïté. Et c'est le texte qui a été adopté par le Sénat. Et je vous donne acte que le gouvernement, le président de la République, dans leurs réflexions propres, sont partis de ce texte pour rédiger le leur. J'ai toutefois un peu d'appréhension, parce qu'il s'agit du texte de la Constitution. Il ne faut pas qu'il ait la moindre équivoque. Vous avez, et vous expliquez que c'est parce que c'était demandé par l'Assemblée nationale, ce qui n'est tout de même pas une motivation de fond très forte de votre part, mais vous avez accepté, et vous avez même proposé, de dire que c'était une liberté garantie. Alors, je me suis demandé s'il y avait des droits et libertés garantis et d'autres qui ne le seraient pas dans la Constitution. Sans doute, peut-être avez-vous la liste des libertés inscrites dans la Constitution qui sont assorties du mot « garantie ». Ça sera intéressant de l'entendre. Et vous avez aussi donc la liste des libertés qui ne sont pas garanties tout en étant inscrites dans la Constitution. C'est intéressant de faire cet inventaire parce que le constituant, quand il utilise un mot, veut en général, sans exclure quelques exceptions, involontaires sans doute, que ce mot ait un sens, qu'il ait un effet utile, qu'il ait une portée juridique. Parce que s'il n'a pas de sens, pas d'effet utile, pas de portée juridique, ça ne relève pas de la Constitution, mais d'une dissertation ou d'un discours. Et je voudrais donc vous demander quelle portée juridique vous attachez. Et c'est important parce que le juge aura à appliquer cette disposition et il consultera les travaux préparatoires. Quelle portée juridique vous attachez au mot « garantie ». S'il n'a pas de portée juridique, alors je vous dirais, monsieur le garde des Sceaux, il ne faut pas le mettre. Et s'il en a une, et que cette portée tendrait à faire reconnaître un nouveau pouvoir du juge d'indemniser, par exemple, une personne qui n'aurait pas eu accès à l'interruption volontaire de grossesse parce que les moyens n'auraient pas été mis par le gouvernement et le Parlement, ça en fait un droit opposable. Et à ce moment-là, je considère qu'il y aurait un déplacement du pouvoir du Parlement vers le pouvoir du juge. Et je n'y serais pas favorable. Par conséquent, soit ça n'a pas de portée et il ne faut pas le mettre, soit c'en a une, telle que je le décris, et il faut le retirer. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Enfin, je voudrais aussi, pour la qualité de nos travaux préparatoires, vous avez souligné que le texte adopté par l'Assemblée nationale ne comportait aucune extension de l'interruption volontaire de grossesse. Et j'ajouterais, il ne comporte pas non plus de restrictions par rapport à la loi telle qu'elle a été modifiée à de nombreuses reprises. Je voudrais savoir si demain le Parlement décidait de ramener de 14 à 12 semaines le délai de l'interruption volontaire de grossesse, le texte constitutionnel s'y opposerait ou pas. Merci, monsieur Bain. Madame de La Gontrie. Merci, Monsieur le Président. Nous avons, Monsieur le Ministre, nous avons ici les prémices de notre débat de demain. Mais peut-être que du coup, on pourra répéter peut-être. Alors, on vit incontestablement un moment très important. Peut-être pour évoquer un petit peu le débat qui nous anime, je suggère peut-être de mettre de côté les questions qui, me semble-t-il, ne se posent plus à nous. D'abord, et le garde des Sceaux l'a rappelé, concernant la protection préexistante du droit à l'IVG
qui serait d'ores et déjà prévu par, on va dire, la jurisprudence constitutionnelle. C'était un petit peu ce qui était évoqué. Et pour le coup, l'avis du Conseil d'État est extrêmement clair. D'ailleurs, l'ensemble de l'avis est extrêmement clair sur l'ensemble de ces points. Et il dit, je crois que j'étais un petit peu en retard, mais j'ai entendu que vous l'aviez cité. Et donc, le Conseil d'État dit qu'à ce jour, il n'y a pas de protection ni par le Conseil constitutionnel, ni d'ailleurs par d'autres instances. Sachant que j'écoutais le long développement d'Agnès Canayer, très argumenté. Une chose est que le Conseil constitutionnel ait jugé qu'une loi n'était pas inconstitutionnelle. Une autre est de dire qu'un principe est protégé par la Constitution. Donc je pense qu'on a fait dire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel quelque chose qui allait au-delà de la réalité et qui finalement avait un petit peu nourri l'idée que cette modification constitutionnelle n'aurait donc pas d'utilité. Le deuxième point qu'effectivement je pense qu'on peut évacuer entre nous, c'est la question de la liberté de conscience. Là aussi, c'est dit très clairement dans l'avis du Conseil d'État. Le garde des Sceaux l'a rappelé. Je sais que c'est un point qui préoccupe certains d'entre nous et donc je pense qu'il ne faut pas s'encombrer de cette crainte inutile. Le troisième point concerne le développement que vient de faire Philippe Bas notamment, mais pas que, Agnès Canayer également, sur... alors je n'ai pas parlé de l'article 34, nous l'avons voté ici, je pense qu'effectivement nous pensons que c'est le bon positionnement. Excusez-moi, voilà. Le terme de liberté garantie. On peut effectivement s'interroger sur l'utilité du terme garantie et j'écouterai avec intérêt la réponse du garde sur la notion de liberté qui serait dans la Constitution mais qui ne serait pas garantie. Pour autant, évidemment, ça n'a pas vocation ou conséquence à créer un droit opposable. Et par ailleurs, je trouverais singulier que parce que d'autres libertés ne seraient pas, affectées du terme garantie dans d'autres passages de la Constitution, on considère qu'ici, il ne faudrait pas qu'il le soit. Donc, j'aurais tendance à penser que la difficulté que vous soulevez, enfin, c'est pas une difficulté, c'est un intérêt intellectuel d'analyse, est largement surestimé. Ensuite, il y a une question de temporalité. Il ne nous a pas échappé que la date annoncée du Congrès avait, contrarié certains. Et Agnès Canayer, avec la franchise qu'on lui connaît, a posé la question franchement en disant c'était quoi l'idée ? Bon. Alors, moi je suis peut-être une incurable optimiste, mais étant donné que nous avons affaire à un président de la République qui, sur un certain nombre de sujets, procrastine, je pense par exemple à la fin de vie, le jour où il a annoncé une date, ça m'a plutôt fait plaisir. Je me suis dit, tiens, donc là, il est vraiment décidé, donc il veut le faire. Je le lis comme ça. Bon. Et je suggère que, vu le niveau d'importance du sujet, ceux qui sont peut-être un petit peu chafouins de cette annonce dépassent ce moment de susceptibilité qui ne me paraît pas forcément à la hauteur du sujet. Donc, pour conclure, je dirais pour nous tous, il est temps. D'ailleurs, c'est ce qu'ont montré nos collègues de l'Assemblée. Honnêtement, moi j'ai été très impressionné par le résultat du vote à l'Assemblée. Impressionné. Donc, je pense qu'il n'est plus temps pour des points qui ne sont pas... On a quand même assisté, excusez-moi monsieur le garde des Sceaux, mais vous étiez présent. On a quand même assisté à un débat qui était très intéressant la dernière fois, avec une créativité de Philippe Bas que moi j'adore. Sa créativité... Ah mais j'adore Philippe Bas. Je le dis d'ailleurs, je dis régulièrement que je l'adore, ce qui le met toujours très mal à l'aise. Non, mais il a fait preuve d'une créativité qui a mis parfois qui a un petit peu désarçonné ses propres collègues de son groupe. Mais voilà, je pense que niveau créativité, c'est bien, on a donné. Je pense que maintenant, il faut passer à la conclusion des débats et c'est pour ça que nous soutenons totalement. Alors même, je le précise aux collègues, ce n'était pas notre rédaction idéale. Donc je pourrais vous faire un développement, mais je vous l'épargnerai. Sur ce que nous aurions voulu. Donc, j'ai envie de dire, tout le monde essaye de trouver le consensus et donc, en tout cas, nous le soutenons. Merci, Madame de La Gontrie. Madame Mélanie Vogel. Merci, Monsieur le Président. Je vais commencer par la fin de l'intervention de Marie-Pierre
pour vous dire qu'effectivement, du côté de celles et ceux qui avaient porté des formulations qui, de notre point de vue, étaient beaucoup plus ambitieuses, beaucoup plus claires, beaucoup plus formelles sur la substance du droit qui allait être protégé, j'aurais beaucoup d'arguments pour vous expliquer pourquoi, finalement, la formulation qui nous est présentée aujourd'hui, détendez-vous, vous pouvez dormir tranquille, il ne va pas y avoir de révolution en France une fois que nous aurons adopté cette formulation. Sur la question de savoir pourquoi nous faisons ça et est-ce que, oui ou non, avant que nous inscrivions ceci dans la Constitution, ce que j'espère nous allons faire, il y aurait eu ou pas déjà une protection de niveau constitutionnel de la liberté de mettre fin à sa grossesse. Je crois que c'est très clair. Le fait que le Conseil constitutionnel, et nous sommes ici assez compétents pour lire des textes du Conseil constitutionnel et des lois et la Constitution, pour savoir que entre dire qu'une loi n'a pas remis en cause un équilibre, dire qu'une loi ne contrevient pas à la Constitution et consacrer une liberté comme principe constitutionnel, il y a un monde. Et donc, le fait que le Conseil constitutionnel ait reconnu que, effectivement, les différentes législations sur le droit à l'avortement en France ne remettaient pas en cause des principes constitutionnels, que la Constitution de la Ve République pouvait les laisser vivre comme ça, ce n'est pas du tout la même chose que d'avoir la Constitution qui nous dit « voilà, ceci est garanti ». D'ailleurs, qu'est-ce que je t'ai fait ? D'ailleurs, de 1958 à 1975, l'IVG était interdite en France et nous avions la même Constitution. Et la Constitution vivait très bien avec l'interruption de grossesse étant criminalisée. Donc je crois que là-dessus, c'est assez clair. Il n'y a pas aujourd'hui de valeur constitutionnelle au droit à l'IVG. La deuxième chose, c'était la crainte que je veux bien entendre, parce que d'un point de vue juridique, c'est intéressant. Il faut quand même savoir ce qu'on est en train de faire. La crainte que nous soyons en train de créer un droit opposable absolu et que, au fond, la modification constitutionnelle forcerait ensuite le législateur à étendre le droit à l'IVG tel qu'il est aujourd'hui en France. Moi, des fois, je suis assez simple. J'ai lu l'avis du Conseil d'État. Je ne sais pas ce qu'il y a de plus fort en France quand on a un projet de loi constitutionnel que l'avis du Conseil d'État qui nous explique ce qu'il va faire et ce qu'il ne va pas faire. Alors, on pourrait entre nous imaginer des interprétations différentes. Mais pour moi, et j'aurais même tendance à dire, je le regrette, moi j'aimerais bien que dans la Constitution, on ait peut-être une manière garantie de faire progresser ce droit. Mais manifestement, le Conseil d'État clairement affirme que la seule chose que fait le projet de loi du gouvernement, c'est de consacrer sa liberté et laisser sa détermination au législateur. Ce qui est au fond ce que vous vouliez, c'était l'équilibre qui n'était pas le mien, mais qui était l'équilibre que voulait le Sénat. Et je crois que le ministre a dit ce projet de loi, c'est 95% du texte du Sénat, comme si on avait enlevé 5%. En fait, ce projet de loi, c'est 105% du texte du Sénat. Il y a tout le texte du Sénat, avec un mot en plus, le mot garantie. Alors, vous avez demandé, chers collègues, quelles étaient les libertés qui étaient garanties, celles qui ne l'étaient pas. Donc, je suis allée voir dans le préambule de 1946, le dernier paragraphe dit que la France garantit à tous l'égal accès aux fonctions publiques et l'exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus. Ben écoutez, c'est assez simple. On va simplement... C'est le alors les droits et libertés sont garantis. S'il vous plaît, laissez Madame Vogel s'exprimer. Par le préambule de 46 et donc on va aujourd'hui simplement mettre sur le même niveau cette liberté-là par rapport à d'autres qui sont garanties dans la Constitution puisqu'elles ont une valeur constitutionnelle. Moi, je me demande quel serait l'intérêt, quelle serait la logique de l'enlever. Quel serait ce que vous rechercheriez comme effet en ayant une liberté qui, comme toutes les autres,
serait garantie et vous diriez non, nous voudrions, s'il vous plaît, la décrire, mais non pas la garantir. Je crois que voilà, on a là un texte qui n'était pas le nôtre. Nous aurions préféré des formulations, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup plus ambitieuses. Je crois que l'histoire des droits et libertés publiques en France, c'est aussi l'histoire d'une capacité de ces deux côtés, à travailler ensemble, à réfléchir ensemble et à parfois accepter qu'on est arrivé là, à un moment de l'histoire, au moment où il faut trancher. Et de notre côté, en tout cas, malgré le fait que nous aimerions que ça aille plus loin, nous pouvons nous satisfaire de la formulation du gouvernement. Merci, madame. Madame Vérien, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais réagir par rapport aux travaux que nous avons pu faire, notamment le 24 novembre, au niveau de la délégation aux droits des femmes. Aujourd'hui, en France, l'IVG n'est pas menacée, c'est vrai. Nous ne sommes pas dans un État fédéré comme les États-Unis. C'est vrai, mais c'est pire, nous pourrions être l'un des États des États-Unis, tout simplement, qui sont en train, eux, tous, les uns derrière les autres, en train de faire reculer le droit à l'IVG. Et je complète, quand le droit à l'IVG est supprimé, sachez que le droit à la contraception l'est aussi. Et donc, nous ne parlons pas seulement d'un acte médical qui serait interdit, mais bien de la maîtrise pour les femmes de leur corps, qui, effectivement, est de plus en plus limité et contraint. Ce n'est pas la loi, mais l'effectivité de l'accès qu'il faut travailler. Il est vrai que l'effectivité de l'accès est un souci et qu'il faut y travailler. En Italie, ils n'ont pas encore interdit l'IVG, mais ils ont rendu l'accès quasi impossible. L'Italie, ce sont nos voisins directs. Ce n'est pas la loi, dit-on. Or, aujourd'hui, les forces contraires à ce droit attaquent par la loi. Partout dans le monde, c'est justement par la loi, comme aux États-Unis, que ces attaques se font. Et donc, c'est pourquoi, aujourd'hui, même si ces vents contraires, ces forces contraires ne sont que dans la rue, sachez que demain, ils seront dans nos tribunaux. C'est pourquoi je pense que le fait de protéger cette liberté nous permettra de conserver nos droits. Et donc, finalement, je voudrais paraphraser un petit peu ce que disait Philippe Bas par rapport au mot garantie. Soit le fait de voter ne change rien, alors votons. Soit ça protège mieux, alors votons. Bien, merci. Y a-t-il d'autres interventions? Alors, Monsieur le ministre, vous avez la parole. Peut-être que, à l'instant où je vous parle, cette liberté de la femme de disposer de son corps n'est pas menacée. Mais pardon de vous dire que il ne faut pas qu'il soit trop tard. Que le jour où le législateur, dans un autre temps, souhaitera abroger la loi Veil, il pourra le faire très simplement. Et à ce moment-là, je le dis, il sera trop tard. Bon. Ensuite, on a un certain nombre de discussions techniques, technico-techniques. J'entends bien qu'il faille regarder tout ça avec beaucoup d'attention. Je vous suggère, mais vous l'avez fait déjà, et l'impératif naturellement m'est interdit lorsque je m'adresse à vous, de lire, c'est fait, de relire l'avis du Conseil d'État. Je pense qu'il répond à toutes les questions que l'on se pose. Je ne peux pas dire autre chose. Monsieur le sénateur Bas, d'abord, je ne partage pas votre avis sur ce qui est protégé constitutionnellement et ce qui ne l'est pas. Et au fond, on devrait avoir un triptyque dans lequel liberté de conscience, respect de la dignité humaine et liberté de disposer de son corps soit protégé par notre Constitution. Ça n'est pas vrai. Et on peut regarder la jurisprudence, on va un instant prendre le temps de la décortiquer. Je sais que vous êtes un fin juriste pour nous rendre compte que l'IVG n'est pas protégé. Je suis navré. Bon, d'abord, on va procéder chronologiquement. On a une décision de juillet 94. Bon, je lis l'un des considérants, c'est le considérant numéro 2.
il ressort que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle. Ne peut pas être plus clair. Non. C'est protégé constitutionnellement. C'est le fameux PVC, voilà, que tous les constitutionnalistes connaissent. Ensuite, on a une autre décision, qui est une décision de 2001, qui aborde deux sujets. La liberté de la femme de disposer de son corps et je vais vous la lire, la liberté de conscience. On lit dans cette décision, 13e considérant, que la liberté de conscience constitue l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. C'est le fameux PFRLR. J'ai envie de vous dire, de façon familière, plus constitutionnelle que ça, tu meurs. Et ensuite, on aborde le troisième élément de notre triptyque, qui est la liberté de la femme. Et là, on nous dit simplement, c'est le 5e considérant, que la liberté de la femme découle de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qu'il ressort du 2e alinéa de l'article 16-4 du Code civil, que seul peut être qualifié de pratique eugénique, toute pratique, etc. Donc, il s'agit d'un simple rattachement. Et pardon de dire qu'un simple rattachement, ça n'est pas une consécration constitutionnelle. Ce que d'ailleurs, mais non. Vous le savez bien. Mais je le sais bien. Écoutez, ou alors je suis dans l'erreur, mais le Conseil d'État l'est aussi. Pardon de vous dire que les choses, elles sont très claires. Un rattachement, ne vous en déplaise. Je sais que d'aucuns ont exprimé l'idée que déjà, nous avions cette protection constitutionnelle. Ça n'est pas juste de dire cela. Et vous pouvez me concéder ça. Ben non, relisons ensemble le Conseil d'État sur cette question. C'est très clair. Et pourquoi le Conseil, et pourquoi d'ailleurs le Conseil constitutionnel n'aurait pas dit ce qu'il dit à propos de la liberté de conscience? Je pense que vous vous êtes exprimé aussi très clairement, Madame de la Gontrie, Madame Vogel, sur ces questions. Les choses, elles sont très claires. La protection qui est accordée à la liberté de la femme n'est pas une protection à valeur constitutionnelle. Je suis désolé. Lisez la décision dans tous les sens. Bon. Alors ensuite, je vais vous répondre évidemment, Monsieur le sénateur Bas, et je dis attention aux équivoques. Le mot garantie est en réalité une explicitation de l'inscription de la liberté de recourir à l'IVG dans la Constitution. Et cette explicitation, pardon, est bienvenue car on se situe dans l'article 34. Et pour le coup, le choix de l'article 34, me semble-t-il, fait aujourd'hui consensus. C'est un article de partage entre loi et règlement, mais aussi c'est un article de consécration d'une liberté. Le terme garantie permet de l'indiquer. Sur la question de la portée de la révision pour le législateur, on crée en réalité un corridor de protection constitutionnelle dans lequel, bien sûr, le législateur peut aménager la liberté de recourir à l'IVG. C'est une des questions que vous me posiez. Je vais m'arrêter 2 secondes sur ce qu'écrit le Conseil d'État à ce titre. Pardon, je vais essayer d'aller vite, bien sûr, mais quand même, il me paraît indispensable de se souvenir des mots qui sont utilisés. Par la rédaction proposée, et ainsi qu'il ressort des débats devant le Conseil d'État, l'objectif du gouvernement est d'encadrer l'office du législateur afin qu'il ne puisse interdire tout recours à l'IVG, ni en restreindre les conditions d'exercice de façon telle qu'il priverait cette liberté de toute portée. Pour cela, le gouvernement souhaite d'une part affirmer que la liberté de recourir à l'IVG est garantie par la Constitution et d'autre part renvoyer dans ce cadre au législateur la détermination des conditions d'exercice de cette liberté. Son intention n'est pas de modifier l'équilibre entre les 2 principes de valeur constitutionnelle que sont la liberté de la femme et la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation. Il n'envisage pas, enfin, que l'inscription dans la Constitution entraîne la nécessité de modifier les textes législatifs en vigueur régissant l'IVG. Et encore, le 12e considérant, le Conseil d'État estime que la rédaction du projet de loi constitutionnelle telle qu'elle est proposée par le gouvernement
est libellée de telle manière qu'elle devrait pouvoir s'adapter aux évolutions de toute nature, notamment techniques, médicales ou scientifiques. Il considère que cette rédaction, comme le souhaite le gouvernement, laisse au législateur la possibilité de faire évoluer le cadre juridique dans lequel s'exerce cette liberté en fixant les garanties et les limites dans le respect des principes mentionnés au point 8. Sous le contrôle du Conseil constitutionnel, il souligne que la disposition examinée n'impose aucune modification des dispositions législatives existantes. J'ajoute que le Conseil constitutionnel, pardonnez-moi, prend en compte l'intention et la volonté du constituant, que vous ne manquerez pas d'exprimer. Et l'on se réfère aussi à cela. Et c'est, si j'ose dire, une garantie, moi j'aime décidément ce mot, supplémentaire. Sur liberté garantie, je veux simplement rappeler que la Constitution, son article 61-1, fait référence aux droits et libertés que la Constitution garantit. Donc rien de troublant à ce que l'on ait une liberté garantie. Voilà. Ensuite, il y a la question un peu provocation du président de la République. Bon. Alors, je vais vous dire plusieurs choses. Le président de la République, contrairement à ce que j'ai pu lire ça et là, mais il a été prudent puisqu'il a évoqué un congrès et il a dit précisément un examen dans chaque assemblée pourra avoir lieu au premier trimestre 2024 afin qu'un congrès puisse être envisagé le 4 mars prochain. On peut difficilement être plus prudent. Non ? Bah, il s'est utilisé aussi le mode impératif. Parce que, et vous auriez eu toutes les raisons de ne pas accepter cette formulation grammaticale. Pardon de vous dire que moi, en ce qui me concerne, j'ai dit on prend le temps, on regarde, on a fait... Alors, tout à l'heure, vous disiez, monsieur le sénateur Bas, mais l'Assemblée nationale a voté. Non, mais j'entends bien, mais enfin, pour obtenir une modification constitutionnelle, il faut quelques compromis. Et nous avons fait de grands pas vers le Sénat. Et nous avons entendu ce que le Sénat nous a dit, vous en particulier. Vous ne pouvez pas nous dire le contraire. Bon. Donc, aucune forme de pression, bien sûr. Mais écoutez-moi, on ne pourrait pas faire quelque chose de vraiment transpartisan sur... Le temps n'est pas venu de consacrer cette liberté qui ne l'est pas tous ensemble, là. Voilà, ça aurait beaucoup d'allure, me semble-t-il, et je pense que c'est quelque chose qui est très attendu par les femmes de notre pays, disons les choses clairement, et par les hommes aussi d'ailleurs. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? C'est tout? Bien sûr. Oui, monsieur le Président. Bon, alors c'est tout. Merci, monsieur le ministre. Alors, j'ai une demande de parole de monsieur Bas, monsieur le ministre, qui veut vous répondre. N'y voyez pas d'entêtement, mais vous voyez, le Conseil constitutionnel, quand rien n'est écrit dans la Déclaration des droits de l'homme ou dans le préambule de 46 ou dans la Constitution elle-même, il peut reconnaître soit un principe à valeur constitutionnelle, soit un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Mais quand il y a une disposition dans la Déclaration des droits de l'homme, par exemple, il n'a pas besoin de le faire puisque cette disposition existe. Et le Conseil constitutionnel a dit que la liberté de la femme découlait de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme. Quoi de mieux? Vous avez un texte écrit, interprété d'une manière positive par le Conseil constitutionnel, et vous nous dites que ça n'a pas de valeur constitutionnelle. Moi, je respecte les décisions du Conseil constitutionnel, je ne les conteste pas, vous ne m'avez pas entendu récemment contester de décisions du Conseil constitutionnel. J'ai pris connaissance, il y a déjà très longtemps, de l'article 62 de la Constitution, et je vous dis, monsieur le ministre, oui, il y a déjà une garantie constitutionnelle, mais vous avez raison de dire que l'IVG n'est pas visée en tant que telle. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai bien écouté ce que vous disiez et je vous ai trouvé assez prudent en réalité parce que vous avez tangenté la ligne jaune sans la franchir. Et en réalité,
ce débat est très intéressant, mais au fond, il peut continuer à nous séparer indéfiniment. L'important, comme vous le dites, c'est que nous trouvions une solution pour l'inscription de cette liberté dans la Constitution, qui ne soit pas une solution qui modifie l'équilibre fondamental de la loi Veil, lequel repose d'une part sur la liberté de la femme qui prévaut pendant les premières semaines de la grossesse, et ensuite sur la protection de l'enfant à naître qui prévaut, sauf avortement thérapeutique, pendant la période suivante de la grossesse. C'est cet équilibre que vise expressément le Conseil constitutionnel dans sa décision de juin 2001, et je ne souhaite pas que nous en sortions. Bien, Monsieur le Ministre, après nous levons la séance. Je veux vous rappeler que y a deux initiatives sénatoriales pour aller vers la consécration de la liberté garantie de la femme, celle de Madame la sénatrice Vogel et la vôtre. Donc ça ne peut pas nous sortir de l'esprit, premièrement. Et deuxièmement, pardon, je persiste, je signe, on ne sera pas d'accord, mais sans doute, mais non, ça n'a pas d'importance. Je veux dire que moi aussi, je suis respectueux du Conseil constitutionnel et des décisions qu'il rend. Et je me dis, mais pourquoi le Conseil constitutionnel, qui a toute la liberté qui est la sienne, n'écrit pas que la liberté de la femme est un PVC? Parce que... Non. Bon, bref, voilà. Là-dessus, nous ne sommes pas d'accord. Et moi, ce que je souhaite, c'est que nous avancions sur... Merci, Monsieur le Ministre, d'être venu ce matin dans un débat à haute intensité juridique, et qu'il faut bien reconnaître, qu'il faut respecter, mais les choses feront leur chemin. Merci à vous. Bon appétit pour ceux qui auront le temps. Je rappelle qu'on se retrouve à 14h pour une nouvelle réunion de la Commission. Et je rappelle que nous auditionnons cet après-midi Monsieur le Ministre Gérald Darmanin à 15h45 sur la Nouvelle-Calédonie. Merci à vous. À 14h30, cela a été rappelé ce matin en commission, Madame de la Gontrie. À cet instant même, je ne vous avais pas perçu.